Une vidéo tous les jours de la quinzaine si tu ne veux rien manquer de l'Open d'Australie, mon très cher Goat, abonne-toi juste ici, c'est hyper simple. Nadal tombe face à McDonald lors d'une défaite traumatisante, on en parle dans cette vidéo. Djokovic pris en flagrant délit de manipulation arbitrale, la sortie éclataxe de McEnroe et Locoli bouleversant, c'est le programme crépusculaire de votre nouveau digest de l'Open d'Australie, et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec la défaite de Rafael Nadal la nuit dernière face à Mackenzie McDonald en 3-7 secs. Rafa blessé à partir de la deuxième manche. On va en parler en détail dans le coin tactique. D'abord, on va revenir sur les mots de Rafa en conférence de presse. On lui a posé la question, c'est quoi le souci précisément? En vert, juste à côté de ma tête, le problème c'était à la hanche. Ça fait quelques jours que j'ai mal, on va clarifier tout ça, mais pour le moment, je ne sais pas si c'est musculaire, si ça touche à l'articulation ou si c'est un cartilage. J'ai déjà eu des problèmes à cette hanche dans le passé, mais pas à ce point. Et en bleu, je ne sais pas si j'aurais gagné sans ce problème. On va répondre à cette question un peu plus tard dans la vidéo. Les journalistes lui ont demandé comment est-ce que vous vous sentez, à quel point vous êtes déçu. Alors lui, forcément, il a dit, je ne dirais pas que je ne suis pas détruit mentalement, ce serait mentir. J'espère juste que ce n'est pas trop grave. S'il n'arrive pas à enchaîner, Rafa, ça va être compliqué. C'est le grand problème depuis Wimbledon. Il n'arrive pas à enquiller les semaines et à retrouver son rythme. Et tout autant Rafa qu'il soit, il a besoin de rythme pour performer à très haut niveau. Et on a une plongée dans son mental pour terminer. Qu'est-ce qui vous donne cette motivation pour continuer? C'est simple, dit-il, j'aime ce que je fais. J'adore le tennis, je sais que ce n'est pas éternel. Quand on aime ce qu'on fait, le mot sacrifice ne s'applique pas. Un sacrifice, c'est être obligé de faire ce qu'on n'aime pas. Rafa, on se le garde sur le coude si vous permettez, on y revient après dans la vidéo, mais d'abord, j'ai quelque chose à vous partager. Le Pipigate de Novak Djokovic, on va parler d'un truc qui paraît un peu anecdotique, et certains d'entre vous vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il nous parle de ça? Parce que ça trahit quelque chose de beaucoup plus profond. Je vous lis mon thread, et ensuite on en parle. Alors, je disais sur Twitter, le sujet vous passionne, c'est évident, du coup, un thread sur la pause pipi de Djokovic, et pourquoi ses limites. Djokovic remporte son jeu de service difficilement à 2 partout dans le premier set en ayant sauvé 3 balles de break. Il se dirige immédiatement vers sa chaise. 10 secondes après le gain de ce jeu, sans s'être assis, Djokovic tente d'interpeller Aurélie Tourte plusieurs fois en lui disant « J'ai besoin d'aller aux toilettes ». L'arbitre lui répond un truc inaudible, il se retourne et s'apprête à quitter le court. On est pas mal là quand même sur ces digests, on se fait plaisir. En tout cas moi je prends beaucoup de plaisir. Quatrième point, un en éclair, Djokovic est déjà dans l'embrasure de la porte. Il n'entend pas, ou fait semblant de ne pas entendre, le coquin, Tourte qui lui crie « Novak !» Elle veut certainement lui expliquer ce qu'il risque. Et justement, c'est le cinquième point, le règlement est plutôt carré à ce sujet. Je l'ai épluché la nuit dernière, c'est pour ça les petits yeux aujourd'hui. Le Grand Slam Rulebook édition 2023 explique qu'une pause pisile ne peut pas avoir lieu pendant les sets, c'est simplement entre les sets. Donc déjà, ça part très mal cette histoire, et qu'elle est limitée dans le temps, ça osef. Donc là, on se dit, Djokovic pas bien, pas fair play, abus de pouvoir. Mais ce n'est pas fini. Un peu plus bas, la loi stipule que le joueur sera sanctionné en cas de dépassement de temps. Retenez bien ça. Septième point, le hic, c'est que le chrono indique déjà 37 secondes restantes sur ce changement de côté, et Djoko n'a pas encore franchi la porte des toilettes, et il n'a en réalité pas vraiment le droit d'y aller. Un officiel essaye vaguement de l'arrêter, vous voyez la petite mimine sur la gauche. Huitième point, non, neuvième point, on enchaîne. Le suspense est insoutenable. Vous êtes tendu, Tandis que Djokovic urine son précieux fluide, Tourte précise au talkie-walkie, on imagine au Cerbère qui escorte Djokovic, qu'elle dira time dans 15 secondes. Le coup de pression est mignon, mais tu ne décides de rien, Aurélie. Tic, tac, le temps est écoulé. Tourte explique qu'elle va vraiment appeler time et que Djokovic a 30 secondes pour revenir et être prêt à recevoir. Problème, Djokovic n'est toujours pas revenu sur le court. Tourte serre les fesses, moi aussi là, à l'heure actuelle. 11, les 30 secondes supplémentaires sont écoulées, donc là logiquement avertissement. Si c'est pas un joueur qui s'appelle pas Novak Djokovic. Djokovic est revenu, mais il prend le temps de s'arrêter sur son banc pour se désaltérer. C'est à Carbalaise de servir en plus. Et c'est à ce moment-là, et vous allez voir, vous allez être choqués, que quelque chose d'intéressant va se passer au niveau du chrono. 12e point, c'est presque imperceptible, mais j'ai les yeux très vifs, même là comme ça, après 4 heures de sommeil. Mais 30 secondes sont rajoutées afin de permettre à Djokovic de rallier son côté et ainsi ne pas prendre de pénalité. Regardez, je vous montre la petite image, 30 secondes, paf, qui apparaissent tout d'un coup, parce que c'est Novak. Subir les décisions des stars, c'est compliqué, Aurélie. 13e point, alors qu'il trottine pour atteindre son côté, la réalisation nous montre qu'il lui reste 14 secondes. En réalité, cela fait déjà presque 2 minutes que le jeu précédent est terminé. Les commentateurs prédisent un time violation imminent. Moi aussi, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de time violation?
Vous êtes épuisé, moi aussi. Alors finissons, Carbales Baena peut enfin servir après plus de 2 minutes d'attente. Fin de l'histoire? Pas tout à fait. Le règlement, encore une fois, nous stipule qu'un receveur qui fait attendre un serveur doit recevoir un time violation. Sauf s'il s'appelle Novak Djokovic, je crois dans le règlement. C'est la règle, c'est comme ça. Vous vous en doutez, Djokovic ne recevra rien et breakera même sur ce jeu. Alors, que retenir de cette histoire de pipi anecdotique? Vous vous demandez certainement en m'écoutant religieusement. Si on suit la règle stricte, Djokovic aurait dû recevoir un avertissement et n'était même pas vraiment en mesure de s'absenter sans l'aval de Tourte. Il l'a pourtant fait sans hésiter. L'esprit, lui, retiendra que Djokovic a plutôt essayé de se dépêcher et que le débordement est léger. Tourte a fait preuve de mansuétude, mais a plutôt, en réalité, surtout subi le rythme et les décisions de Djokovic qui lui a imposé cette séquence. On arrive bientôt à la fin, je vous promets, on va passer ce moment ensemble, hein, on reste fort, allez. Si cette scène anecdotique était isolée, elle ne représenterait rien, on est d'accord? Le problème, c'est qu'elle n'est que l'énième manifestation de la perte de contrôle des arbitres dont les prérogatives ont été limitées à la portion conclue. C'est bien beau le Hawkeye, c'est bien beau l'arbitrage automatique, mais à quoi servent les arbitres maintenant? À dire le score? Et encore, on pourrait avoir une voix automatisée, on n'a pas besoin d'arbitre. Et pour terminer, surtout, elle montre le mépris des stars pour la fonction officielle, les règles se courbent pour eux, pour Djokovic, pour Nadal, pour Federer quand il jouait. C'était long, mais c'était bon. Maintenant, j'ai plusieurs questions. Pourquoi Novak Djokovic a bénéficié de 30 secondes supplémentaires? Pourquoi il n'a pas eu d'avertissement? Il aurait dû avoir un avertissement quand il est en train de boire sa bouteille et que le chrono est terminé. Il aurait dû avoir un deuxième avertissement et du coup un point de pénalité pour avoir fait attendre Carbales Baena ensuite. On se souvient de Tsitsipas à Barcelone. Il avait pris 2 points de pénalité parce qu'il était sorti à 3-0 dans le 3e set. Alors lui, il était sorti 3 minutes. Novak, ça a duré 2 minutes 10 à peu près. Il s'est échangé en plus ce Tsitsipas, donc pas très malin. Mais pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Du coup, c'est quoi l'idée? En fait, on doit la fermer et accepter que Djokovic fasse à peu près tout ce qu'il veut sur un court de tennis. On se souvient, Roland Garros en 2019, il quitte le court en demi-finale parce qu'il pleut et que le mec, voilà, il quitte l'enceinte sans demander son reste à l'arbitre aux officiels. Ce qui s'est passé au Masters à 5-4 au 2e set face à Medvedev, il sort soi-disant petit problème à l'œil alors que manifestement rien du tout. Il gagne le match derrière. Qu'est-ce qui s'est passé à Adélaïde en demi-finale contre Medvedev à 5-2 au 1er set pour les personnes qui ont regardé ce match? Le mec est parti pendant 8 minutes. 8 minutes de MTO en plein set. Et derrière, il continue à concasser Medvedev. Donc, il est où le respect pour son adversaire, pour le corps arbitral, pour les spectateurs? Ah non, les mecs ce sont des dieux, ils sont intouchables. On enchaîne dans ce côté réseau avec la take paranormale éclatée de John McEnroe qui vit encore dans les années 80 une blague digne de Tex ou de Michel Leb. Alors il s'est questionné par rapport au joueur chinois qui s'appelle Jerry Cheng. Jerry c'est son surnom, hein. Il s'appelle plutôt Chang Jun Cheng. C'est pas très important mais regardez ce qu'il va dire. Comment s'appelle ce chinois? Dit-il au micro de ESPN. Jerry. Comment ont-ils trouvé Jerry? Est-ce que c'est le seul chinois qui s'appelle Jerry? Est-ce que ses parents regardaient Tom et Jerry? En fait, je vous parle juste de ça parce que vous pouvez, après cette vidéo, regarder ces matchs qui m'ont marqué, épisode 4, entre McEnroe et Lendl. La dernière info de ce côté réseau, ce sont les confessions intimes et touchantes de Laurent Locoli. Je prends la citation de cet article de l'équipe qui est payant. N'hésitez pas à soutenir la presse sportive, la presse écrite d'une manière générale, même si parfois il y a des dingues, mais c'est important, hein, c'est important qu'elle survive. Donc il parle de ses sensations, il a une balle de match dans le 3e set. J'ai eu tellement, dit-il, et là il fond en larmes, il essaie de reprendre ses esprits et poursuit entre 2 sanglots. J'ai eu tellement de moments difficiles que j'y pensais tout le tournoi. Et hier, ça m'a entraîné au lieu de m'emporter vers le haut. C'est dur à dire, mais ça ne sortait plus. Ce n'est qu'un premier tour de Grand Chelem, j'en jouerai d'autres. Mais ça fait mal parce que l'histoire était belle et que j'avais envie de continuer. J'ai été poussé par tellement de gens qui croient en moi, en ce que je peux faire. Les décevoir comme ça un coup... non, les décevoir comme ça met un coup, parce que je suis quelqu'un qui prend ses responsabilités, du moins qui essaye, et je n'ai pas réussi. Le tennis... un sacré sport d'idiot quand même. Et on bascule sur le coin tactique, la défaite de Rafael Nadal qu'on va isoler et qu'on va analyser dans cette vidéo. On a pété le score, hein, on est quasiment à 10 minutes de vidéo, mais on va essayer quand même de rester bien focus et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. D'abord, c'était très clair hein, sur le début de la partie, Nadal pas en jambes, pas en rythme, la coordination n'était pas bonne. Ici, vous voyez, il est surpris, alors que la balle arrive à une vitesse plutôt modérée, il sait pas trop quoi faire, il va faire un slice un peu dégoûtant. Et là, c'est un mauvais signal hein, sur le dynamisme de Rafa qui n'était pas prêt immédiatement à jouer un match de très très haut niveau. On va commencer par répondre en partie à l'interrogation que vous avez certainement. Est-ce que McDonald aurait battu Nadal même sans la blessure? Il y avait encore du chemin.
mais il était franchement bien parti, 15 sur 21 au filet, et surtout il a mis en place une stratégie qui a aussi été explorée par Tommy Paul, par Frances Tiafoe également. Tommy Paul c'était à Paris-Bercy. Ce que vous faites, c'est que vous jouez à plat, fusant, très bas sur le coup droit de Rafael Nadal. Ça peut paraître surprenant, mais c'est une excellente stratégie parce que il va pouvoir relever la balle, mais il va pas pouvoir remettre d'intensité, donc vous le forcez à défendre de ce côté, vous l'enfoncez, et ensuite, simplement, vous allez sur le revers, vous le faites défendre de ce côté, et là il doit vraiment utiliser beaucoup plus de force et de rotation. Qui dit Nadal en difficulté, il y avait 4-1 dans le premier set, dit un Nadal qui va commencer à réclamer certaines choses à l'arbitre. Alors là c'était à l'arbitre serbe Veljovic, et il lui a demandé, avec toi en fait c'est toujours la même chose, je n'ai pas le temps de servir, you don't know baby, il lui a dit carrément, assez bizarre, avant de boire une petite gorgée. Donc il a essayé de négocier, ça allait trop vite pour lui, mais le truc c'est qu'il y a un règlement Corafa. Et oui, certains arbitres acceptent que ce règlement soit extensible parce que tu es Rafael Nadal, mais non, là t'es tombé sur un arbitre qui appliquait strictement le règlement. 42 coups gagnants, 22 fautes directes simplement pour Mackenzie McDonald, 12 aces, donc très bon au service, très bon également dans la grinta, dans la défense, il a poussé Rafa à frapper une balle supplémentaire à chaque fois. On a l'impression qu'on parle de Rafa, là. Vous sentez que le truc est un peu inversé. Ici, par exemple, un très belle défense qui va retomber dans la lucarne. Je l'ai trouvé vraiment vif à propos McDonald. Et il a déroulé un plan de jeu d'une simplicité enfantine. Mais il faut pouvoir le faire. Ici, par exemple, on a un service, on a un 1-2. Il va rejouer dans le contre-pied, il va faire défendre Rafael Nadal. C'est toujours le même principe, hein. C'est assez simple, mais il faut pouvoir l'exécuter, quoi. Parce qu'à partir du moment où Rafa prend le contrôle de l'échange, vous ne pouvez plus faire cette tactique. Donc il faut le prendre à la gorge Rafa. Ça a toujours été la stratégie, mais très peu de joueurs ont été capables de le faire. Soderling en 2009 à Roland-Garros. Il y a d'autres exemples. Roger a su le faire également sur les surfaces rapides en indoor. Mais c'est difficile. Donc ici, contre-pied, on fait défendre. Et ensuite, on s'engage côté ouvert. Et McDonald, hein, sur ce point, très laxe, très fluide. On arrive sur le point stratégique de cette partie, celui qui a fait tourner les choses dans une certaine direction. On est à 0,30, Nadal qui a remis beaucoup d'intensité hein, depuis 0,2 dans la deuxième manche. Et là, il va se passer quelque chose d'intéressant. On a 25 coups dans cet échange. Et là, Nadal, un peu épuisé, a un très long pas pour pouvoir défendre en slice côté revers. Il va faire la faute. Et ça c'est vraiment le tournant du match parce qu'à partir de ce moment-là, McDonald il va réussir à hold, il va recoller à 3 partout et Nadal a eu pendant un petit moment, 10-15 minutes, beaucoup d'intensité et quand il jouait à ce niveau-là, il était largement au-dessus de McDonald, mais c'est une intensité qu'il a été incapable de maintenir sur la durée et surtout de commencer avec cette intensité. Ça a posé problème. Une autre complainte de Rafa sur ce point. Donc là, vous voyez, hein, c'est en train de tourner un peu vinaigre pour lui. Donc il va dire encore à l'arbitre, ouais, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas le temps d'aller voir la marque, machin. Le compte à rebours est déjà à 5-4. Il va s'agacer. Vous devez peut-être avoir l'impression que je suis un gars à cheval sur les règles et que j'ai pas l'air d'être super fun. C'est pas ça. C'est le truc, en fait, il est pas tout seul, Rafa, avec les règles. Les règles, elles s'appliquent pour les deux joueurs. Et à partir du moment où vous concédez certaines choses à un joueur, il y a un manque d'équité par rapport à l'autre joueur. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est cette injustice qui est la conséquence de cet arbitrage biaisé. Bref, on revient au match, 4-3 dans la deuxième manche, Nadal qui se blesse, et ensuite c'est un long processus pour Rafa qui s'accroche, qui joue d'une manière beaucoup plus relâchée, avec le bras. Ça ne suffit pas, hein, il va perdre cette rencontre. Du coup, est-ce que Nadal aurait battu McDonald même sans cette blessure ? J'ai un véritable doute. Est-ce qu'il l'aurait battu à pleine intensité comme ce qu'il a pu montrer au début de la deuxième manche quand il revient et qu'il y a 0-2 ? Oui, avec cette intensité, il battait McDonald. Le truc, c'est que entre les blessures, l'âge et le fait qu'il n'arrive pas à enchaîner, Rafa va jouer une immense partie de la fin de sa carrière sur ce Roland-Garros 2023. Est-ce que vous y croyez ? Dites-moi tout dans les commentaires. On se termine avec les recos du jour. Le match ne manquait sous aucun prétexte pour les gens qui ne dorment pas. Je vais observer le Ben Shelton, Nicolas Jarry. J'aime beaucoup ce joueur américain, Ben Shelton. Aussi, il faudra regarder le choc entre Crécy et Rune. Crécy qui va vouloir jouer son tennis kamikaze total face à Holger Rune qui est TDS 9. Et j'aurai aussi un regard sur Zverev, Michael Mmoh, voir la continuité de Zverev. Est-ce qu'il peut réussir à s'imposer un peu plus facilement sur ce deuxième tour? On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des abricots. Enfin,